Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Madame, Monsieur, bonjour. Nous serons pour le compte de ce numéro en Centrafrique, au Mali, en Afrique du Sud, entre autres, à partir des propos des dirigeants et autres personnalités qui ont pris des positions sur certaines questions. Bonjour à vous, Adrien Moussou. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs. Jacques Boko, bonjour. Bonjour Monsieur Kassa. Je vous donne lecture de la toute première déclaration. Il vient de la CEDEAO. Après de longues discussions, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO et appellent à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile. On ferme les guillemets là, Jacques. Oui, la CEDEAO a réagi à la faveur de ce sommet extraordinaire qui s'est tenu à Accra par rapport à la situation au Mali qui continue de défrayer la chronique. La CEDEAO, quand on analyse bien la décision, a bien voulu montrer qu'elle est l'institution sous-régionale, qu'elle est une institution à respecter. Et donc, pour le coup d'État qui a été organisé au Mali en douce, la CEDEAO ne veut pas cautionner. Et de ce fait, a enjoint au colonel Goïta de nommer un Premier ministre civil. Mais quand on analyse bien la décision, on peut se rendre à l'évidence que c'est un échec. Un échec parce qu'au départ, l'institution ne voulait pas du tout de la présence des militaires au pouvoir. Mais on peut, à la lumière de cette décision, dire que le colonel Goïta a eu le déçu, que c'est une victoire pour lui, parce que veut la CEDEAO désormais? Un Premier ministre civil, sinon nous maintenons la sanction, disons, d'isolement du Mali jusqu'en 2022 où durera la transition. Qu'est-ce qu'on dit par rapport au maintien même de Goïta au pouvoir? Qu'est-ce qu'on dit par rapport au retour ou à la situation du désormais ancien président de la République et de son Premier ministre? Silence radio. Et puis, cette décision de la CEDEAO, par le passé, quand on analyse ce genre de décision, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Ça va juste s'arrêter à ce genre de menaces. Et moi, je crains que Goïta n'aille au-delà de ces 18 mois que la transition devrait durer. Tous ces déplacements pour rien, c'est que semble dire Jacques Adrien. Justement, il ne pouvait en être autrement en cela que, avant même que le sommet n'ait lieu, la CEDEAO était déjà coincée. Coincée. Nous n'avons de cesse de le répéter dans des émissions. Elle a fini. La CEDEAO s'est fragilisée. Et le cas malien est si patent que c'est un exemple parmi tant d'autres. La CEDEAO doit revoir sa copie. Je ne parle pas de l'institution. Les membres de l'institution s'entendent par les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, ceux qui sont dans les différentes commissions et la principale commission à la tête de laquelle se trouve l'Ivoirien. Parce que Goïta, en se rendant au Ghana, à Accra, n'était sûr de rien. Et Jacques l'a dit, c'est comme un succès pour lui. Il dira oust. Et après, ouf, en fait. Oust. Et puis ouf. Un ouf de soulagement total. Il est rentré d'Accra, plus qu'à jamais revigoré. On lui enjoint de nommer Premier ministre civil. Mais il avait commencé à prendre déjà la tâche, prendre les dispositions. Mais ce colonel-là, flairant les choses, a tout fait pour que la Cour constitutionnelle le consacre carrément président de la transition. Comment s'y est-elle prise? Justement. Mais il faut dire que la posture ou la décision de la Cour constitutionnelle malienne également a coincé la CEDEAO également. Fallait-il maintenant enjoindre à Goïta de laisser la transition être pilotée par un civil? Voilà que la Cour constitutionnelle du pays
l'a déjà carrément consacré président de la République, président de la transition. Vous comprenez bien? Non. Comme je l'ai dit tantôt, la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO doivent revoir la copie en cela que à quoi assistons-nous? À chaque pays, son processus électoral, son processus démocratique, ses spécificités. Donc la CEDEAO est là pour constater. Les tests communautaires, on s'en fout. En fait, c'est ça qu'il est question. Je n'ai de cesse de le répéter. Les tests communautaires, lorsqu'ils arrangent, on marche. Lorsqu'ils n'arrangent pas, on piétine, on déchire. En fait, c'est une figure de style. Vous comprenez bien? C'est cela, en fait. Parce que la plupart des dirigeants se font dire et se font répéter ce qu'ils aiment entendre lorsqu'il y a crise. Mais vous pensez que si une crise advenait encore en Côte d'Ivoire, certains peuvent avoir le courage ou les couilles d'aller interpeller le président ivoirien pour dire quoi? Chacun fait sa loi dans sa république, chez lui. Ce diable, on s'en fout. Maintenant, oui, lorsqu'on craint certaines crises, certaines situations conflictuelles, on veut bien que la CEDEAO vienne à la rescousse. C'est en ce moment qu'on envoie des délégations. Le président de la commission, il sillonne les différents pays, les différentes capitales, où bon, on pressent qu'il peut y avoir grabuge, il peut y avoir problème, il peut y avoir conflit. Et nous l'avons souvent dit, la fameuse formule, on se profond d'un communiqué à la fin, un communiqué final, et on invite les uns les autres à se parler, à dialoguer, basta. Goïta est sorti d'Accra finalement sans sanction. Absolument, sans sanction. Et puis, le simple fait même de l'avoir invité, de lui avoir permis d'avoir accès au couvent parce qu'il n'était pas normalement, si on devait s'en tenir à la première réaction, la réaction des premières heures de la CEDEAO sur ce dossier, Goïta ne devait pas aller s'asseoir à la même table que des chefs d'État démocratiquement élus, parce qu'on n'était pas d'accord avec lui. Mais il a pris le tapis rouge avec les honneurs et il est allé s'asseoir. Et au finish, on a pris cette résolution derrière ou sur laquelle la France même est obligée de s'aligner, M. Kassa. Parce que si vous voyez bien le communiqué même de l'Élysée, c'est que l'Élysée est obligé de s'aligner sur cette disposition ou cette sanction prise par la CEDEAO. Oui, nous allons désormais suivre ce que la CEDEAO dit. Alors que la France même, aux premières heures, avait tapé du poing sur la table pour dire « niet ». On ne veut pas des militaires au pouvoir. Donc, disons que Goïta est sorti vraiment gagnant de cette bataille. Et j'ai peur que ça ne se reproduise ailleurs. Parce qu'il y a eu plusieurs jurisprudences. Nous n'avons de cesse de parler ici du cas tchadien qui continue. Il a vu faire. Il a vu faire. Sous ses yeux. Il a vu faire. Donc, il s'est dit, bon, pourquoi pas au Mali, c'est encore possible, puisque le Mali aussi a un État qui n'est pas, disons, différent du Tchad. Nous sommes quand même sur le même continent, donc pourquoi pas. Il a eu le flair, et puis je pense que ça lui marche bien, même si, je n'ai de cesse de le dire, se foutre en griffe des institutions comme ça pourrait avoir des conséquences, et j'espère qu'il a mesuré toutes ces conséquences, certainement qu'il s'appuie sur des soutiens. Pourquoi pas? Adrien, il a commencé à dire avant d'aller à Accra que les sanctions, il s'en fout, surtout économiques. Il dit, je n'ai pas un franc dehors. Vous voulez bloquer quoi? Justement, passer la conscience de ce que s'il y avait des autres quoi? Ce sont les pauvres populations maliennes. Pas lui. Pas lui. En fait. Même pas malienne seule. Et justement. Voilà. Et même ces pays dont les dirigeants sont rendus à Accra pour aller pontifier, je dirais, pour aller pontifier, mais il y aura des répercussions fâcheuses, en fait. Non, on est allé... Bon, on parlera de diplomatie. Bon, je n'en sais pas grand-chose, hein. Bon, on attend de voir parce que Goïta, non seulement... Non, il aura des soutiens, c'est vrai qu'il faut craindre pour lui, parce qu'il peut y avoir des jeux de couloir. C'est vrai, au niveau des dirigeants de la CEDEAO, certains ne digèrent pas cette posture du colonel. Vous comprenez bien, on tient à ce qu'il paye sur la carte. Ça peut le coûter cher. Vous comprenez bien. Mais la France n'avait pas le choix. Ou n'avait plus le choix.
Vous avez vu, je dirais que on a ravalé ses vomissures de ce côté-là, parce que le président, au détour d'une interview dans JDD, mais il a été ferme. Mais comment se fait-il que quelques jours après ou quelques heures après, il y a eu rétropédalage? Mais la France aussi n'a pas le choix. Encore que là, il y a des intérêts dont on ne parle pas. Et il dit, attention, c'est Macron qui menace de stopper Barkhane. Oh, bon, en fait, je dirais quand même que c'est l'épouvantail agité avant que le sommet Dakar ait lieu, de sorte que, en se rendant à Accra, le colonel putschiste Assimi Goïta devrait se dire que, alors là, dans ses petits souliers, se comporter en enfant de cœur et qu'il va se faire dicter la posture ou les comportements à adopter de retour à Bamako, mais rien, il n'en est. Le jeune colonel putschiste, je l'ai dit tantôt, est reparti d'Accra revigoré. Ouais. Mais par rapport à cette menace, je pense que c'est la France qui perd. Parce que, vraiment? Oui, c'est la France qui perd. Je suis que Macron a dû prendre ou a dû faire cette déclaration sur un coup de tête. Sinon, s'il retire Barkhane, c'est que la France risque de perdre encore une colonie, alors qu'elle est en train d'en perdre suffisamment déjà sur le continent. Et peut-être d'autres puissances pourraient rapidement aller au chevet du Mali, comme c'est même déjà le cas. Donc, dans les coulisses, on apprend qu'il y a d'autres puissances qui sont déjà au Mali. Donc, pour moi, la France n'a pas intérêt à, sur un coup de tête, prendre ces genres de décisions. Il faut ménager le colonel, c'est ça? Il faut plutôt négocier. Il faut plutôt négocier et revoir là où on a trébuché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on parle de transition, il faut que la balle soit ronde pour tout le monde. Pourquoi on veut former un gouvernement? Ça, c'est le prétexte. Et on n'associe pas une partie. C'est déjà mal parti. Et je l'avais dit, quand on installe une transition du genre, il doit avoir, si je n'exagère pas, un comité de suivi. Ne serait-ce que peut-être d'anciens chefs d'État au niveau de la sous-région, par rapport à quelques décisions que les gens voudraient prendre, jusqu'à ce que, voilà, est-ce que nous en avons beaucoup aussi, qui est bonne image, bonne presse, c'est ça aussi. Donc, c'est pourquoi il faut travailler à ce que nous ayons vraiment ces gens de dirigeants sur le continent, des dirigeants qui peuvent influencer certaines décisions, des décisions qui peuvent prendre certaines positions. Je suis sûr que vous ne verrez pas cette pagaille, j'ai envie de dire, au niveau de l'Union européenne. Vous voyez, imaginez un sommet CEDEAO désormais, ou Union africaine, on aura des civils et des militaires à côté en même temps. Des images que nous avons vécues dans les années 70, 90. Les Africains vont en France bientôt. Voilà. Absolument. Donc, on aura un mixage civilo-militaire comme cela s'est passé entre les années 70 et 90. C'est que c'est un recul. Mais la faute est à qui? Est-ce aux militaires? Est-ce que les civils, à le faire, c'est ça? Est-ce que les civils aussi n'ont pas fauté quelque part? C'est ça aussi. On ne les a pas contraints de le faire. On les a incités plutôt à le faire. Voilà. Parce qu'il a été dit qu'il faut que désormais les militaires restent dans les casernes. Maintenant, on les a incités, on les a poussés à le faire. Je comprends bien la contrainte dont vous parlez, contrainte, mais on les a incités sur les civils, de par leur comportement. Parce que les civils, qu'est-ce qu'ils promettent? Ils promettent moins merveille. Arriver au pouvoir, non, ils seront des bons démocrates, ils vont bien se comporter, il n'y aura pas de parjure. Pour que les militaires trouvent prétexte à sortir des casernes. Mais une fois le pouvoir obtenu, on tient à faire adopter ce que dans son programme. On peut violer la Constitution, mais vous n'êtes pas sans savoir que parfois, en violant les constitutions qu'on s'est librement données, on crée des frustrations. Les populations peuvent être portées à descendre dans la rue. Et là, on mate. Et quand on mate, on se dit, mais où se trouvent les forces de défense et de sécurité? Parce qu'il leur revient de remettre l'eau là, de remettre de l'ordre. Mais, entre-temps, si eux aussi, les chefs n'ont pas basculé, dans un cas, vous comprenez bien, c'est le carnage, c'est des hécatombes dans les républiques. Donc, les civils doivent faire
une sorte d'introspection. À leur niveau, une sorte d'introspection. Jacques Goïta dit je n'ai pas un franc dehors, est-ce qu'il n'est pas en train d'adresser un message à ses pairs pour dire attention, même quand vous volez, laissez ça au pays? Oui. Et d'où il faut exhorter toujours les dirigeants à mieux gérer. C'est pour le mieux-être des populations que, j'imagine, les gens prennent le pouvoir. C'est ça d'ailleurs. Maintenant, pourquoi quand vous dirigez, quand vous passez, on ne doit plus avoir de ressources pour le pays. Donc bon, moi je pense que c'est une exhortation qu'on est obligé de faire pour que les gens puissent mieux gérer, pour que l'après se porte mieux aussi, voilà. Nous restons avec le même Macron, mais cette fois-ci, nous sommes en Centrafrique. Nous sommes au second extrait de ce numéro. Ce discours anti-français permet de légitimer une présence de mercenaires prédateurs russes au sommet d'État, avec un président Touadéra qui est aujourd'hui l'otage du groupe Wagner. Ce groupe s'empare des mines et par là même du système politique. Adrien. Oh, vous n'êtes pas sans savoir que il y a désormais des intérêts dont on ne parle pas. Il y en a. Et la France doit être jalouse de constater que la Russie de Vladimir Poutine a commencé par avoir pion sur rue à Bangui. Oui, justement, aujourd'hui, le même président Macron dit que Touadéra est l'otage. Bon, il aurait souhaité que Touadéra fût otage de la France, peut-être. Justement, parce que vous n'êtes pas sans savoir, que depuis quelques années, le président Touadéra a quand même maille à partir avec la France. En cela que, justement, la France ne voit pas d'un bon oeil le fait que la balance penche plus du côté de la Russie. Parce que là, c'est deux antagonismes à une autre pareille qu'il va falloir gérer. Et là, la France craint de perdre pied en Afrique. Jacques l'a dit tantôt, récemment, la semaine dernière, si je ne me trompe, le président français s'est rendu au Rwanda. Après le Rwanda, il s'est rendu en Afrique du Sud. Alors, on est en train de prendre des attaches ailleurs parce que désormais, je crois savoir, il y a une sorte d'ouverture qui ne dit pas son nom envers ces pays qui ne sont pas forcément des colonies françaises. Je parle toujours d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Il aurait suffi que désormais la France trouve ses intérêts en Centrafrique. Vous allez voir, le ton, le discours, le langage changeront forcément. Vous voyez que la Centrafrique dit non, je traite avec l'État et non l'État russe, et non avec des mercenaires, comme vous le dites. Oui, maintenant, ces propos d'Emmanuel Macron, moi, ça me met mal à l'aise pour un dirigeant comme lui, parce qu'au moment où ça allait bien, nous n'avions pas eu droit à ce genre de déclaration. Pas d'otage. Oui, pas d'otage, ou bien qu'on appartient à un groupe suspect. Non, je pense que de sa position, il devait revoir la situation. Parce que la France est en train de perdre du terrain sur le continent. Est-ce que nous devons continuer comme nous le faisions il y a 60 ans, la coopération? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a comme un nouvel ordre qui s'installe désormais. Et la France doit pouvoir s'adapter. Sinon, si nous devons continuer comme dans les années d'avant l'indépendance... Les pays s'émancipent, Jacques. Les pays s'émancipent, exactement. Les pays Je choisis mes amis désormais. Je choisis mes amis désormais. Que fait la France pour s'adapter à la situation? Restez enfant à vie. Je décide de vous exécuter. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on ne doit plus nous regarder comme des esclaves et le colon. Les peuples s'émancipent désormais. Vous avez vu tout le débat, tout le tollé qu'il y a eu sur le franc CFA. Il continue même d'en avoir. Donc, si moi, j'étais le président Macron, c'est qu'on s'asseye pour qu'on revoie les accords de coopération, que ce soit militaire, que ce soit le déploiement des opérateurs économiques français ou des hommes d'affaires français sur le continent. Comment nous devons nous comporter désormais au lieu de faire ces genres de déclarations? Parce que à perdre son temps sur ces genres de déclarations, il risque de tout perdre. Parce que, oui, M. Amoussou l'a dit,
On l'a vu courir au Rwanda depuis 1994 où les relations se sont dégradées. Vous voyez, c'est maintenant qu'il est obligé d'aller, disons, présenter des excuses publiques. Même s'il ne l'a pas dit ainsi, ça transparaît quand même dans sa déclaration. Donc, moi, je voudrais exhorter la France à revoir un peu la copie parce que sur le continent, il y a de plus en plus un sentiment de révolte de la part non seulement des dirigeants, mais des populations même, de la jeunesse même. Donc, si on peut essayer de revoir les accords de coopération, comment nous devons le faire désormais? Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la Russie, la Chine et bien d'autres puissances sont en train de faire de grands pas sur le continent. Donc, ça veut dire que les Africains veulent de nouveaux maîtres? C'est ce que Jacques Non, dit, pas là. forcément de nouveaux maîtres, mais de nouveaux partenaires. Vous les appelez partenaires. Ah, de nouveaux partenaires. Et oui, où il sera question de discuter d'égal à égal. Non, certainement. D'égal à égal, c'est vrai. L'autre a parlé du partenariat gagnant. Pas de nouveaux maîtres, en fait. Parce que c'est là où la France est engluée, en fait, du point de vue de la coopération. Au nom de cette coopération, au nom de la puissance colonisatrice, on nous impose ce qu'on veut. On en impose même à des chefs d'État. Et ces chefs d'État qui deviennent rebelles, bon, il faut monter des coups pour les faire partir du pouvoir. Vous comprenez bien? Et Jacques l'a dit, la France a intérêt à revoir sa copie. Et Macron qui dit à son homologue centrafricain, je le cite, hein, l'aide budgétaire 2020 ne sera pas décaissée et celle de 2021 suspendue. Je ne dirais pas que c'est de l'enfantillage, excusez-moi, parce que c'est un chef d'État de grand pays. Oh là là, le président aurait dû faire économie de cette option-là. Parce que, vous comprenez bien, cela vient corroborer ce que nous disions, ce que nous mettions en exergue, en fait. Je dirais que c'est un aveu de faiblesse et d'impuissance face à une République centrafricaine qui est en train de se tirer d'affaire parce que, qui est en train de bouder désormais, je ne parle plus du protectorat, de bouder ce que nous avons coutume d'appeler la mère patrie. Plus d'injonctions venant de Paris pour faire bouger les lignes à Bangui, en fait. Je parlais tantôt de partenaires où nous serons appelés à discuter d'égal à égal. C'est vrai, chacun prendra ses intérêts tels qu'il les trouvera, en tout cas, mais pas pour remettre en cause la souveraineté ou certains intérêts de la République centrafricaine. C'est ça qu'il a crainte pour lui, pour son fauteuil? Oui, c'est possible, pourquoi pas. Là, sauf s'il compte sur d'autres soutiens plus forts. Vladimir est là? Il ne dort pas? Certainement qu'il est là et qu'il ne dort pas. Mais c'est qu'il ne doit pas laisser un petit grain dans la machine, parce qu'il faut qu'il soit peut-être éveillé tout le temps, parce que c'est des intérêts qu'il s'agit, intérêts sur divers plans. Ah oui, la France ne va pas certainement lui pardonner ça, et ça commence à transparaître déjà dans les propos du président Macron. C'est la preuve que, comme on le dit, la bête est atteinte, parce que ça montre clairement que on ne veut pas lui pardonner cette option qu'il a faite de se tourner vers un autre partenaire, comme nous le disons sur le plateau. La France, sans doute, est en train de perdre, parce que je l'ai dit, c'est la coopération peut-être militaire, il y aura peut-être la vente des armes, il y aura le commerce, il y aura d'autres choses qui aujourd'hui risquent d'échapper à la France et d'aller vers la Russie. Mais moi, j'aurais bien voulu que le président Macron se calme un peu, parce que il le dit, mais le président russe, moi, je ne l'entends jamais se prononcer sur ce genre de questions liées aux coopérations sur le continent. Vous voulez dire son exemple, c'est ça? Oui, moi, je voudrais qu'on analyse plutôt les problèmes avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup plus de, je sais pas, je vais dire froideur, qu'on voit plutôt là où ça cloche, là où on a trébuché. Pourquoi tout nous file entre les doigts? J'aurais bien voulu que la France
mène ses réflexions, ce n'est pas d'inviter seulement le chef d'État à aller en France, se séparer après, faire des photos. Non, il faut creuser l'abcès. Vous voyez d'autres pays lui échapper à la France? À la France? Oui. Oh, en pointillé, bon, en Afrique occidentale. Oui. Même nous attendons d'avoir d'autres indices pour confirmer véritablement la thèse. Vous comprenez bien? Parce que... C'est à redouter? Certainement, on verra bien. Cela dépendra également des figures. Parce que je sais qu'au niveau de l'Afrique occidentale, il y a des chefs d'État qui ne tiennent plus à marcher parce que c'est la France. Ouais. Ils s'en foutent désormais comme de l'an 40, mais ils font attention parce que la France continue d'avoir des intérêts dans leur pays. Donc, je ne dirais pas que Chiaf fleurait moucheté, mais on dit de délicatesse par rapport à la mère patrie. Et là, dans le cas centrafricain, il faut faire attention. Vous n'êtes pas sans savoir que présentement, il y a des incidents, des accrochages aux frontières. On a tué de part et d'autre, même si désormais on accuse la Centrafrique d'avoir tué plus de Tchadiens. Donc, faisons également attention, ça peut venir également de ce côté si les différentes parties n'arrivent pas à accorder leur violon. Nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire. Jacques, ce que nous avions convenu, c'est que la date devait être choisie de façon consensuelle. Donc pour nous, il n'y a pas de date. Je ne sais pas comment il arriverait à cette date du 17 juin si aucune disposition n'est prise pour son accueil. Le porte-parole du gouvernement a parlé. Bon. Depuis, ça bouge. Oui. Depuis, ça bouge, surtout que cette date du 17 juin, c'est vrai, ça revient tout le temps. Et il a fallu cette intervention du porte-parole du gouvernement ivoirien pour que nous sachions que le gouvernement ivoirien n'était pas associé à cette venue du président Gbagbo. Bon, il a quelque part raison. Parce que au-delà de tout, c'est un ancien chef d'État qui veut rentrer après plus de 10 ans d'absence. Donc, quand vous voyez un peu comment ça bouge au sein de la population, auprès de ses soutiens, vous pouvez comprendre, vous pouvez imaginer déjà tout ce qu'on aura comme, disons, effervescence. Le jour où Laurent Gbagbo rentrera en Côte d'Ivoire avec son bon petit, je le dirais ainsi, Charles Blé Goudé. Alors, il va falloir en amont prendre des dispositions sécuritaires. Je suis d'accord avec le gouvernement ivoirien sur ce point. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette déclaration du porte-parole, c'est quand il dit qu'il faut qu'on arrête la date de façon consensuelle. C'est-à-dire que si Laurent Gbagbo veut rentrer le 30 juin, si le gouvernement ivoirien dit le 30 juin là ne m'arrange pas, il ne rentrera pas. S'il dit bon, d'accord, je prends acte. Le FPI dit il rentrera le 15 juillet. Le gouvernement ivoirien peut encore dire je ne suis pas d'accord avec le 15. Non. Ça veut dire que on finira par être, disons, d'accord avec la date qu'aura voulu peut-être le gouvernement ivoirien. Bon, je ne sais pas. Est-ce que il n'est pas bien qu'on dise simplement, oui, informer, non, nous nous chargerons simplement de la sécurité. Ils l'ont appris par les médias. Voilà, ils l'ont appris par les médias. Un manque d'égard, non ? Et c'est pourquoi je dis que je suis d'accord avec le gouvernement. Normalement, lorsque vous arrêtez une date du genre, vous devez informer officiellement le gouvernement pour qu'on prenne les dispositions. Mais le consensus qu'on recherche, je n'ai pas bien compris le sens. Est-ce que c'est pour convenir des dispositions sécuritaires? Sinon, convenir de la date. Il y a peut-être une activité ce jour-là. C'est le gouvernement. Mais j'ai peur que ça ne tourne, disons, tout le temps, qu'on ne fasse du surplace et que par fini, Gbagbo reste encore longtemps à l'extérieur, alors que le président Ouattara lui-même l'a dit, il peut rentrer quand il voudra. Nous allons prendre des dispositions, même pour son déplacement. Donc, je pense qu'il faut que les deux parties
s'entendent. Il faut que les deux parties se comprennent. Mais en premier, il faudrait que les soutiens de Laurent Gbagbo puissent informer normalement le gouvernement. Concertation, ça vous paraît normal là, Oui, Adrien? concertation me paraît normale. En cela, justement, que il était bon qu'on ait format quand même, ou que les autorités ivoiriennes eussent la primeur relative à la date de retour de l'ancien président Gbagbo. Soit, là, il faut, je veux dire que c'est une bourde. Appelons les choses telles qu'elles sont. C'est une bourde, mais au-delà. Parce que sur le plan sécuritaire, vous n'êtes pas sans savoir que, au-delà de l'ancien président de la République qui rentre, c'est l'un des principaux protagonistes de la crise sociopolitique ivoirienne qui a fait des milliers de morts. Et oui, lorsque le gouvernement ivoirien se prévaut de ce que il va falloir tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de faille au niveau de la sécurité. Mais le gouvernement, donnez-lui raison et prenons acte. Parce que il y a des frustrés. Il y a des frustrés par rapport aux suites à la décision rendue à la Cour pénale internationale. Certains s'attendaient à voir condamné le président Laurent Gbagbo, à ne pas le relaxer, mais purement et simplement, c'est la relaxe. Vous comprenez bien? Et retourner en Côte d'Ivoire, pour certains, mais certains seront même traumatisés. Donc, parce que ceux-là qui ont perdu les leurs, vous croyez que cette gâterie de cœur qui vont applaudir le retour du président Laurent Gbagbo? Donc, lorsque le gouvernement ivoirien dit qu'il faille quand même être informé afin de prendre les dispositions, surtout sécuritaires, donc il ne faudrait pas broder en touche. Donc, Finalement, les deux parties se sont entendues. oui, Oui, c'est ce qui est souhaité et c'est ce que nous disons sur le plateau. Il faut que les deux parties s'entendent. Si elles arrivent à s'entendre, c'est pour le bonheur, je pense, que de la Côte d'Ivoire. Mais rester là à, disons, tirer sur une date qui ne serait pas consensuelle, moi je pense que ce serait irresponsable parce que ça a pris trop de temps. On ne reproche pas tellement la date, je crois. Le gouvernement ne le reproche seulement de n'avoir pas été informé. Tout à fait. Et c'est pourquoi je dis qu'au niveau du FPI, on n'aurait pas dû. Qui tient la sécurité du pays? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement parce qu'il peut avoir débordement ce jour-là. Et ces débordements, ça pourrait peut-être virer aux violences. Il y a d'autres qui vont dire non, parce que Gbagbo est rentré, il faut qu'il peut-être prenne pouvoir, ou bien il y aura débordement, c'est sûr, parce qu'il y a des fanatiques qu'on ne pourra pas maîtriser. Donc, qui sera tenu responsable? C'est le gouvernement. Il faut que le gouvernement soit au moins informé. Maintenant, si on informe aussi le gouvernement, il ne faudrait pas qu'on prétexte de, je sais pas, peut-être que la date n'arrange pas, ou bien parce qu'on ne veut pas qu'il rentre de sitôt, qu'on prétexte de cela pour dire oui. Oui, ce gouvernement dans cette dimension. C'est possible, rien n'est exclu. Nous sommes sur le terrain politique et à l'heure où nous parlons, Laurent Gbagbo a forcément une certaine popularité. Et n'oubliez pas, il est avec Charles Blé Goudé. Ce ne sont pas n'importe quelle figure sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Et nous continuons avec Amnesty International. La liberté d'expression, la liberté de réunion, donc de manifestation, la liberté d'association, ce sont des droits qui sont aujourd'hui menacés, même dans des pays dits démocratiques, pour diverses raisons, Adrien. Bon, on aura tout dit là. En fait, parce que, oui, à l'occasion des 60 ans d'Amnesty International, il fallait bien quand même que le point se fasse et que véritablement les membres d'Amnesty International sachent à quoi s'en tenir. Au constat, c'est une sorte d'amertume. C'est une sorte d'amertume en cela que, bon, ceux qui sont à la tête de cette institution ont cru que chemin faisant, les choses y restent améliorant sur le plan des droits de l'homme, de la liberté d'expression, etc. Bon, se rend à l'évidence que, bien au contraire, plus nous évoluons dans le temps, plus les choses
vont se compliquant sur ces plans-là. C'est là que justement, vous entendez que dans tel pays, c'est tel qui est privé de sa liberté d'aller et de venir, tel qu'on arrête sans motif valable. Bon, on s'arrange à trouver parfois des chefs d'accusation. Toujours est-il qu'il faut condamner certains. Vous comprenez bien, le droit à la défense même n'est pas garanti. Un certain nombre de choses qu'il faut déplorer. Donc, et tout ça, au constat, on ne doit pas être surpris que Amnesty International fasse cet amer constat également. Un constat de vérité, Jacques? Tout à fait. Ça reflète bien ce que nous vivons un peu partout sur le continent africain et dans le monde, parce que nous avons parlé dans l'émission précédente du cas de la Biélorussie, par exemple, lorsqu'on arrête un jeune activiste et qu'on lui mène la vie dure, alors que ce dernier, même s'il a tué, ce qu'il n'a même pas fait, même s'il a tué, il a droit quand même à un minimum d'attention. On a vu sur le continent africain des opposants qui se sont rendus compte à l'aéroport qu'ils ne pourront plus voyager alors qu'ils allaient se soigner en France. Il y a d'autres qui se rendaient à des cérémonies. Ce sont des dieux. Donc, ils décident. Si vous voyez, tout, quoi. Si vous voyez tout ça, il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont pas droit aux soins, qui ne vont pas à l'école, alors que c'est un droit. Ailleurs, c'est le droit à l'information qui est bafoué. Donc, autant de choses, je pense qu'il faut continuer à dénoncer. Et Amnesty International c'est vrai, joue un grand rôle, mais ne dispose pas, j'allais dire, d'assez de pouvoir, parce que ces pouvoirs ne vont pas au-delà des dénonciations et des sensibilisations. Qu'est-ce que l'institution peut faire d'autre 60 ans après. Bon, revoir les textes, est-ce que Amnesty International pourra avoir d'armée, pourra avoir une justice? La justice, c'est souvent au niveau des États. Et ces États sont dirigés par des chefs d'État qui sont en cause. Donc, c'est autant de choses. Moi, je pense que, bon, c'est un combat de longue haleine. Il ne faudrait pas baisser les bras. Il faut poursuivre la sensibilisation, il faut poursuivre les dénonciations jusqu'au moment où on n'aura plus de migration, jusqu'au moment où le dernier des citoyens dans un pays pourra avoir accès effectivement aux droits fondamentaux, aux droits élémentaires, s'habiller, se loger, manger à sa faim, donc etc. La présidente dit, je suis avec vous Adrien, il y a toujours aussi la question des ventes d'armes qu'on considère comme contraires au droit international puisqu'elles s'accompagnent notamment de violations et de crimes de guerre. Justement, que voulez-vous? Nous l'avons dit tantôt. Ceux qui sont tout puissants. On promet la liberté. Oui, mais ceux qui sont puissants aujourd'hui, ça prend par là également la vente d'armes. Mais c'est une sorte de richesse, c'est une manne, c'est une manne financière très importante. Donc, Jacques l'a dit, Amnesty ne peut que dénoncer, déplorer. Vous comprenez bien? Bon, si cette institution peut continuer de troubler le sommeil de certains dirigeants qui ont encore la conscience, oui, parce que c'est ça qu'il s'agit. C'est vrai que dans des pays, lorsque Amnesty International prend des rapports, certains dirigeants quand même sont gênés aux entournures, même si c'est pour quelques jours ou quelques mois, ils sont gênés parce que ils voient que leur crédibilité est un peu ternie, entachée. Vous comprenez bien, où on tient à ce que les ministres ou les porte-parole des gouvernements montent au créneau pour aller dire que non, ce n'est pas vrai, c'est inexact. Vous comprenez bien, oui. Donc, c'est vrai que pour le moment, cette institution n'a pas encore d'armée, n'a pas de justice. Mais si vous lui en voulez, c'est ça? Non, je ne lui en veux pas. Si j'étais Dieu, j'allais la doter effectivement d'armée et de juridictions compétentes et efficaces pour juger cela. Il n'y a pas que les chefs d'État qui enfreignent les dispositions légales lorsqu'on parle des droits de l'homme. Non, il n'y a pas que les chefs d'État. Il n'y a pas que les chefs d'État. Sont sérieux. Il y a d'autres personnalités dans nos États, dans nos républiques, dans nos pays qui également violent les droits élémentaires. Donc ceux-là également. Donc sont interpellés par rapport à ce qui se joue là, au drame qui se joue sur le plan des droits de l'homme.
Nous allons enfiler nos gants maintenant pour atterrir au Parlement de l'Union africaine. Oui. Les scènes de violence choquantes avaient terni l'image de cette honorable institution. C'est Moussa Faki qui a parlé. Ça va vous, Jacques? Oui, c'est vraiment regrettable et triste ce qui s'est passé, disons, la semaine écoulée au Parlement panafricain, a-t-on dit. Mais un Parlement panafricain qui projette ces genres d'images à cause, disons, juste d'une question de vote. On a dit que oui, il y a un camp qui réclame, disons, une présidence tournante, pendant que les francophones qui sont majoritaires disent non, nous irons au vote si un groupe l'emporte, le groupe va diriger le Parlement. Moi, j'aurais aimé que ça soit plutôt sur des questions de violation des droits de l'homme que des parlementaires, disons, se battent. S'empoignent. Oui, s'empoignent. Vous en voulez? Oui, qu'on dise que... Qu'on soit partial, qu'on oui, supporte oui, bien sûr, pourquoi pas. Ah oui, nous ne sommes pas d'accord avec telle violation, nous ne sommes pas d'accord parce qu'on a coupé Internet dans tel pays. Ça, c'est le rôle du parlementaire. Si au Parlement, on peut avoir ces genres de débats houleux, au point d'aller peut-être au point ou bien aux mains. Je pense que c'est encore mieux que sur des questions, disons, d'intérêt égoïste, parce que tel a voulu avoir la présidence et tel autre ne l'a pas obtenu, on va au mains. Non, je pense que ce n'est pas bien pour l'image qu'on donne et ce qu'on veut léguer à la jeunesse. J'avoue que quand vous lisez un peu le rôle de ce Parlement, ce n'est que avis consultatif. L'Union africaine consulte juste ce Parlement. Donc pour moi, il ne sait pas grand-chose, mais projette cette image dans le monde entier, parce que j'en ai vu, j'ai vu ça sur beaucoup de plateformes, même de médias internationaux qui ont relayé ça. Ce n'est pas bien pour l'Afrique. Nous avons d'autres priorités que la bagarre. Quand des députés deviennent des boxeurs, Adrien, non, ça vous dit quoi? On y va pour se tourner la pouce. On s'ennuie là-bas. On s'ennuie à part les postes, les privilèges. Oui, parce que oui, vous voyez, parfois on retourne dans les pays, on dit oui, une délégation de tel Parlement a pris part à la 54e session du Parlement africain, et tel notre pays a pu placer un fils ou bien une fille, compatriote, oui, c'est tout. Eh bien, on se bombe le torse avec, évidemment. On a fait des choux gras dans la presse, et puis nous sommes là pour relayer. Et puis, bon, c'est tout. Et puis, à côté de ça, il y a certainement des indemnités de session. C'est tout. On dira que le député, il est en voyage. Il s'est rendu à la tête d'une importante délégation à Addis Abeba pour les assises annuelles du Parlement africain, ainsi de suite. C'est pour se tourner les pouces. Qu'on saute le Parlement. Alors qu'il y a affaire. Qu'on saute le Parlement. Oui, pardon. Qu'on saute le Parlement. Bon, excusez-moi. Je ne veux pas être cynique. Ça sert à rien, là. Mais on parle de l'UA, on parle du Parlement africain. Oh là là, il y a des crises qu'on n'arrive même pas à régler. Vraiment. Jacques parle de débats houleux. Bon, je ne dirais pas houleux, de véritables débats où on soit même de nous dire que dans tel pays africain, pour rapport à tel processus, nous prenons position. Ce passe là. Dans tel autre pays, c'est ça. Il y a telle crise. Prévenons telle crise qui pourrait advenir. C'est ça. Ce sont les débats dont nous avons besoin. Mais non, on y va pour se tourner la pouce. On se bombe les torses, on représente tel pays, tel autre là-bas. On a un premier vice-président, président. Et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Les honneurs, rien que les honneurs, et in fine, les indemnités, c'est tout, ça s'arrête là, pas de véritable document. Quel document on peut aujourd'hui nous exiger pour dire que, par rapport à telle situation dans tel pays, dans tel autre, le Parlement africain a pris position, a pu régler. Rien de tout cela. Bon, j'ai juste tenté de dire que l'UIA et le Parlement africain est pratiquement à l'image de l'UIA, l'instance mère. Seulement qu'au niveau de l'UIA, il n'y a pas encore eu des coups de poing. Et c'est un homme qui porte la main, une femme là. Bien sûr, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas vraiment, surtout cette image. Mais bon, il a fini par présenter ses excuses à sa collègue.
espérons que ça ne se reproduise parce que ça devient de trop. Je pense que Moussa Faki a donné de la voix et a demandé qu'on suspende les travaux pour 1 mois. Il y a d'autres qui en demandent même plus. Il y a d'autres qui disent, mais si on peut aller jusqu'en octobre, je pense qu'on profite de ce temps. De ce temps mort pour vraiment régler les divergences et qu'on aplanisse ces divergences et que vraiment si nous voulons penser le développement de l'Afrique, si ces institutions ne nous profitent pas, je ne sais pas pourquoi on doit continuer avec, parce que au-delà de tout, c'est des gens qui sont bien entretenus, au-delà de ce qu'ils gagnent déjà au niveau des parlements de leur pays. Ils y vont aussi, pas pour les beaux yeux mais Jacques, je vous le dis, changeons de job. Franchement, alors allez chercher l'argent là-bas aussi. Vraiment, que ces parlementaires militent véritablement, œuvrent véritablement pour la cause des gens qui meurent de faim, pour la cause des gens qui vont mourir sur la Méditerranée, dans la Méditerranée, et puis bien d'autres questions de développement, les changements climatiques. C'est ça, et non pour des questions de positionnement dans un parlement panafricain. Jacques est fâché, Adrien, et le pape aussi. Le pape dit quoi? Il doit être clair que face à ces abominations, l'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. Il ne peut en être autrement. On dira que, bon, il aurait fallu que cette réaction advienne un peu plus tôt, mais il n'est jamais tard de mieux faire. Là, il s'agit de questions hautement morales. Et bon, en tant qu'autorité morale, le pape ne peut qu'aller dans ce sens. C'est là que, bon, nous ne voilons pas la face. On a dû constater qu'il y a eu trop d'abus de ce côté-là, dans ce domaine-là, et le pape ne doit plus continuer de regarder faire. Observer un silence, il a rompu la glace, et pour véritablement faire connaître désormais la position qui est celle de l'Église, parce qu'en fait, c'est lui qui donne désormais la position de l'Église et sa vision. Donc, il reviendra non seulement aux cardinaux, aux évêques et aux prêtres et aux collaborateurs religieuses du pape, pas seulement au Vatican, dans les différents pays ou sur les différents continents où on se réclame appartenir au catholicisme. Il appartient à tous ceux-là maintenant de véritablement également, je parle forcément d'introspection là, celle-là, c'est mieux indiqué que chacun se mette en cause, que les auteurs, vous voyez bien, je suis gêné aux entournures. Allez-y. Que les auteurs de ces faits-là blâmables, que véritablement, vous me permettez de censurer des mots, on se sera compris. Parce que ne faudrait pas continuer d'entretenir les mauvaises mœurs. Nous devions œuvrer pour que dans les différents pays où le catholicisme a droit de citer, qu'on nous parle plutôt de bonnes mœurs, que d'aller dans des dédales, que d'aller dans le décor, vous comprenez ici, où la morale a complètement pris un coup. On parle de pédophilie. Qu'est-ce qui gagne les petits, Jacques? Je pense que c'est une crise vraiment de valeur qui s'installe au niveau de l'Église catholique, et de plus en plus on apprend ces gens de, disons, d'images malsaines. Pourquoi les petits, Jacques? Bon, je ne sais pas s'il faut peut-être... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si... Qu'est-ce qui attire chez les petits, l'enfant? Peut-être qu'il faut revoir les tests ou actualiser les choses. Vous l'avez dit tantôt, le monde s'émancipe. C'est cette façon-là. Oui, il faut que peut-être l'Église catholique aussi réactualise les choses. Pourquoi pas permettre aux prêtres de se marier? Je le dis ainsi, c'est peut-être une proposition. On peut revoir les choses à ce niveau. Au niveau des autres églises, si je prends les méthodistes, les protestants... Chez tout le monde, se marie sauf chez eux. Chez eux, voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas dû aussi à ça? Parce que... moi, les grands sont là. Je vous dirais... Pour les homosexuels, on a eu quand même des témoignages que
si vous apprenez que c'est parce que je suis resté à l'internat avec rien que des gens de même sexe que moi, que je suis devenu homosexuel, qu'est-ce que vous direz? Et chez la femme, et chez les garçons. Donc, le fait de rester dans les mêmes conditions pendant des années avec le même sexe peut aussi amener l'homme à agir de cette sorte. C'est vrai, l'homme est doté de la raison, mais il ne faut pas tout de suite condamner pour condamner. C'est vrai, il faut dénoncer, il faut déplorer ça. Mais il faudrait aussi qu'on recherche. Moi, j'aurais voulu que le pape plutôt convoque peut-être une assise au niveau du Vatican, qu'on instruise peut-être des psychologues ou des psychanalystes pour revoir. Ils en ont tellement. Ils en ont tellement. Ressources humaines. Pour qu'on interroge, pour qu'on questionne pourquoi c'est ainsi. Qu'est-ce qui les amène, ceux qui le font? Parce que d'aucuns vous diront que c'est une minorité qui met en mal, qui salit l'image de toute une église. Bon, est-ce qu'il ne faut pas creuser à la racine pour comprendre? Au lieu de vouloir peut-être régler en aval le mal, et peut-être il y aura encore de jeunes pousses. Donc moi, je ne sais pas par quel bout prendre pour vraiment en arriver à extirper totalement, à enlever totalement cette image qui vraiment entache l'Église catholique, qui est quand même une institution très respectée dans le monde. Jusqu'ici, on se contentait des affectés, ceux qui étaient coupables de cette bassesse-là. Oui. Mais le pape dit plus rien comme avant. Oui, plus rien comme avant. C'est vrai. Colloque, concile, etc. Tout. Je ne suis pas certain que nous puissions vaincre ce mal-là. Vaincre le mal. Je dirais plutôt que c'est une affaire d'éducation et de conscience. Celui qui tient à devenir prêtre ou religieux, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir avant de s'engager. En Afrique de l'Ouest, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qu'est le Bénin, paix à son âme, Monseigneur Joseph de Souza, à l'occasion d'une ordination sacerdotale, s'est exclamé: tout cela, véritablement, pour devenir prêtre, on fuit le chômage. Bon, je ferme rapidement la parenthèse. Vous comprenez bien déjà, ça doit pouvoir interpeller. Vous comprenez bien. La moralité. Oui, la moralité. Non, il ne faut plus devenir prêtre pour devenir prêtre. Il ne faut plus devenir religieux ou religieuse parce que je veux devenir religieux. Non. Éducation, moralité. Parce que c'est vrai, ça s'émancipe. Mais attention, l'émancipation devrait avoir des limites à ce niveau-là, au niveau religieux. Parce que c'est librement. Parce qu'avant qu'on les ordonne, selon les dispositions du droit canon, l'évêque fait une publication de banc où on dit tel et tel, on décide librement d'être ordonné ci, d'ordonner ça, déjà comprendre ça, il faut s'engager. C'est une question de responsabilité, d'éducation et d'engagement personnel, parce que on a beau tenir des colloques, initier des conciles, des réunions, des rencontres, tout ça, je ne pense pas. Ce serait leader de l'air, non, quoi. Mais ça, messieurs, se servent même juste dans nos ménages. Femmes d'autrui, là, ils adorent aussi. Exactement. Même des petites filles qui vont... Les petites là, c'est bon, d'accord, mais les femmes d'autrui là, c'est... Qui vont leur... L'autorité morale là, elle fait la confession. Au point où, si on y prend garde, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus aller à l'église à cause de ces mots que nous dénonçons. Donc, il faut travailler à corriger, à restaurer l'image. Bon, on dira que ces brebis galeuses existent dans presque toutes les corporations, mais je continue de soutenir qu'il faut actualiser les choses, il faut s'adapter à l'évolution du monde. Et vous voyez, même l'Église a compris au point où on actualise certaines choses, ne nous soumet plus à la tentation, c'est devenu, ne nous laisse plus entrer en tentation. Donc, je pense que quand on voit tout ça, je pense qu'il faut aller
plutôt à ces genres de réformes, revoir un peu là où peut-être on a trop serré et qui pourrait entraîner ces vices-là, pourquoi pas dévisser. Donc, ce sont des propositions, nous ne saurions vraiment, disons, étaler les bonnes propositions ici ne sont pas bien placées peut-être, mais je pense que si on va peut-être sur ces pistes-là, on peut essayer de corriger tant soit peu cette image, on peut soigner cette image que dégage l'Église catholique dans l'opinion. Adrien, le pape dit, à ceux qui abusent des mineurs, je voudrais dire, convertissez-vous et remettez-vous à la justice humaine et préparez-vous à la justice divine. Oui, justement. Ça s'attend partout, chez les enfants de Dieu. Oui, doublement punis. Oui, je veux bien. Ils sont foutus. Je veux bien croire que les uns et les autres entendent raison suite à ces injonctions du pape, je dirais carrément. Il va falloir que cela soit répété et que les uns et les autres soient mis désormais devant leurs responsabilités. Donc, c'est ça que la question. Bon, parce que le pape, l'évêque, ne saurait être jouer les gendarmes derrière chaque religieux, Si lui-même est comme ça, l'évêque. Bon, là, c'est une autre paire, ce serait alors une autre paire de manches. Bon, puisque chacun est libre quand même de faire ce qu'il doit faire. Libre de faire ça, là. Libre de faire ce qu'il doit faire, mais Pas c'est une ça. affaire de conscience. Et le pape le dit si bien. La justice divine, en son temps, vous rendrez compte, certainement à Dieu, lui n'échappera à ce jugement-là. Oh, il appelle à distinguer les véritables agressions sexuelles des calomnies, parce qu'il dit attention, c'est le couloir aussi pour salir ce corps-là. Ça c'est vrai, il faut faire très attention. D'où vous comprenez un peu toute la gêne que nous avons à aborder le sujet, parce que c'est vraiment délicat. Et je ne condamnerai pas tout de suite ici ceux qui se livrent à ces genres d'actes, mais moi j'aurais aimé qu'on étudie, qu'on fasse des études pour comprendre. Qu'on nous sorte des études pour comprendre comment telle personne... Mais le retour du pape, c'est dire, Père Adrien m'a agressé hier, et puis c'est fini, on fout sa carrière en l'air. Hop, Père Adrien nous a rien dit du tout. Mais je pense que même s'il y a ces genres de dénonciations, d'ailleurs, il y en a sur des joueurs, et on fait des enquêtes d'abord. Donc il y a la justice qui est là. Je pense que quand il y a ces genres de dénonciations juste pour salir, là on saura, disons, démêler les écheveaux. Donc bon, il doit y avoir des enquêtes. Absolument. Au premier venu. Qui fait enquête? Non, là. Lui-même là. Forcément, on doit remonter certaines informations. On doit quand même procéder à des vérifications, quand même. On ne peut pas condamner tout de suite. Parce que, l'autre est venu dire, peut-être prêtre m'a fait ci, m'a fait ça. Et puis, tout de suite, puis on prend une décision. Mais les autres ont porté plainte. Oui, justement. Oui, c'est bon. Ne vous taisez plus. Ne vous taisez plus. Et dites les choses à temps et à contre-temps par rapport à cette situation. Mais c'est pas consentement cette affaire-là, non? La dénonciation vient comment? Oui, parfois pas consentement même, mais attention. Le prêtre, il veut mettre au pistolet à la tempe. Non. Celui-là qui, après consentement, va se plaindre, vous comprenez bien que lui-même, il pourrait se faire harakiri. Donc, nous attendons de voir ce que ça va donner. Je ne parlerai pas de réveil tardif du pape. Je dirais plutôt que le pape amène les uns et les autres à prendre davantage conscience de la gravité de la situation. Ah oui, parce que c'est grave, vraiment grave. Oui, c'est grave. Vraiment grave. C'est grave. Et il faut parer au plus pressé, parce que si on y prend garde, beaucoup de fidèles vont partir et ce n'est pas bien pour l'image du catholicisme. Voilà. Alors les hommes en soutane, vous avez compris? Absolument. Tenez bon, personne ne vous a contraint à y aller. Tout à fait. Nous avons choisi de... On veut quoi, vous? Non. Donc, soyez dignes. Merci pour l'attention. Nous retrouvons la semaine prochaine.